J-3 avant le retour de Morgan Charrière dans l'octogone, Anthony Hernandez a-t-il ce qu'il faut pour rivaliser avec l'élite de sa catégorie, mais aussi toutes les actualités majeures du jour? Nous sommes le mercredi 19 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Pour son combat du week-end, le français Morgan Charrière nous prédit une guerre de striking, un combat qui devrait donc se passer debout, dans lequel son adversaire, tout comme lui, va chercher le chaos à chaque instant. Maintenant, il le reconnaît, l'un comme l'autre ne sont pas faciles à finaliser, et cette guerre pourrait donc durer 15 minutes. Il faut savoir que les deux ont été champions du Cage Warriors avant de signer à l'UFC. Morgan, c'était en 145 pounds, chez les plumes, 65 kilos, alors que Wood, c'était dans la catégorie inférieure, celle des coqs. Et par conséquent, depuis que l'Anglais a décidé de monter d'une catégorie, Morgan savait bien, ou en tout cas avait dans un coin de la tête, qu'il pourrait potentiellement s'affronter un jour, parce qu'il y a une petite histoire derrière ça, parce que ce sont deux Européens, et parce que bien sûr tous les deux ont été champions du Cage Warrior. Ils en sont en plus à peu près au même stade dans les classements, ni l'un ni l'autre n'est classé, mais ils sont tout proches, en tout cas ils ne sont pas très loin. Morgan Charrière, on le connaît pour ce qu'il propose dans l'octogone, mais il est aussi assez actif sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu'il l'était moins dernièrement, notamment sur YouTube. Il n'a pas posté depuis plus de 4 mois parce qu'il est concentré sur le MMA. Il ne veut pas faire d'erreur et surtout ne pas s'éparpiller à ce stade de sa carrière. Et il le sait, on a vu beaucoup de combattants être ultra actifs sur les réseaux, oublier un peu le côté sportif et malheureusement se faire punir dans la cage. Et puis d'ailleurs, il pense qu'il est attendu au tournant par bon nombre de spectateurs français, que beaucoup aimeraient le voir perdre. Alors je pense que ça, il s'en est rendu compte peut-être sur les posts qu'il y a sur ses réseaux. Et puis il le dit aussi, regardez le traitement qu'a connu Cyril Gane lorsqu'il a perdu contre John Jones. Donc il est assez lucide sur la situation en réalité. Et puis le journaliste, Ariel Helwani, c'était pas n'importe qui, il était l'invité du plus gros show MMA au monde. Je pense que l'émission d'Ariel Helwani est loin devant toutes les autres, lui a fait remarquer que le MMA avait explosé en France, mais que la boxe par contre était un peu dans l'ombre, qu'on n'entendait pas beaucoup parler de la boxe à l'international, ou en tout cas de la scène française à l'international. Morgan le reconnaît, le MMA a pris le dessus, parce que les boxeurs malheureusement ne sont pas assez présents sur les réseaux. Quand ils ont le micro à la fin d'un combat, ils ne sont pas assez percutants, il n'y a pas assez de trash talk. Et puis le MMA, surtout à l'appui de l'UFC, depuis que l'UFC est arrivé à Paris, il y a un gros coup de marketing, donc ça a bien sûr aidé tous les jeunes combattants français. Maintenant, il le dit aussi, le fait que des combattants MMA aillent s'entraîner avec des boxeurs et le mettre sur les réseaux, ça leur donne aussi un peu de lumière. Espérons pour eux que ça continue dans ce sens-là et que la boxe en France puisse renaître. En tout cas, Morgan Charrière, c'est rendez-vous ce week-end contre Nathaniel Wood, un combat qui peut-être pourrait lui ouvrir les portes du top 15 ou alors va l'en rapprocher énormément. Peut-être qu'un seul combat, une seule victoire suffira par la suite pour entrer dans l'élite de la catégorie. Ce week-end, on va aussi retrouver un vétéran sur cette carte, un vétéran islandais, Gunnar Nelson. Il revient après 2 ans d'absence. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il était concentré sur autre chose, mais surtout du sportif. Il a énormément entraîné et s'est beaucoup occupé des combattants de son équipe et un peu moins de lui-même. Donc forcément, il s'est mis en retrait et a décidé de ne pas combattre pendant 2 ans. Il aurait aimé revenir au mois de décembre, mais l'UFC lui a fait savoir qu'il y avait une carte à Londres au mois de mars et qu'ils aimeraient qu'il soit de la partie. On le retrouve donc ce week-end. Face à lui, Kevin Holland, un adversaire, lui, pour le coup, très actif. On a un peu les deux opposés qui s'affrontent. Et puis on a aussi le fameux striker contre grappleur. Il le reconnaît, Gunnar Nelson. Holland, il est dangereux partout. Maintenant, il va tout faire pour exploiter ses failles. Et comme il le dit, tout le monde connaît mon jeu, tout le monde sait que je suis un grappleur. Donc il y a de fortes chances que j'amène le combat au sol. C'est pas la première fois qu'il connaît une longue période d'absence, Gunnar Nelson. À chaque fois qu'il est revenu, il n'a pas connu le ring rust. Le ring rust, c'est quand tu as été absent pendant un long moment de l'octogone et quand tu reviens, t'es un petit peu rouillé, il te faut quelques minutes pour te remettre en route. Lui ne croit pas à ça et ne pense pas que sa performance en sera impactée samedi. On lui a demandé si c'était son dernier combat, le clap de fin à Londres. On sait qu'il s'est beaucoup entraîné au SBG en Irlande, voilà, c'est pas très loin. Il connaît et il est connu dans cette région du monde.
Lui ne pense pas que ce sera son dernier combat. Il voit les choses maintenant année par année. 2025, il se sent capable de combattre. Et il le dit, tant que la santé est là, tant que mon envie est là, je continuerai de combattre. Combien de temps ça va durer, il ne sait pas. Mais en tout cas, samedi soir, on le retrouve sur la carte principale face à l'hyperactif Kevin Holland. Anthony Hernandez, on est chez les poids moyens cette fois. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a quelques semaines. Il s'est imposé face à Brendan Allen. On avait appris suite au combat qu'il était blessé à une côte et sous antibiotiques. Il a donné un peu plus d'explications concernant la côte. Ça lui est arrivé 2 semaines avant le combat, sur un bodylock lors d'une phase de lutte. Et pour ce qui est des antibiotiques, il dit qu'il a senti son cardio flancher dans les derniers instants du combat et il pense qu'il y a un lien avec ça. En effet, il est fort probable que les antibiotiques aient joué un rôle là-dedans. Pour son prochain combat, il aimerait un combat en 5 rounds, déjà parce que ça le mettrait en condition pour une probable future chance à la ceinture, et puis aussi parce qu'avec son style tout en cardio, il sait que ce serait un avantage pour lui face à n'importe qui dans la catégorie. Il n'a pas vraiment d'adversaire en tête, forcément il regarde devant lui, et puis en réalité, cette blessure à la côte, elle s'est aggravée pendant le combat. Il ne peut pas encore s'entraîner à 100%. Il fait principalement du cardio. D'ici le mois de mai ou le mois de juin, ça ne devrait plus être un problème. Il devrait être de nouveau capable de lutter et de striker. Donc pour son prochain adversaire, c'est sûrement le timing qui sera l'élément décisif, à savoir qui sera disponible quand lui le sera. Je crois qu'il est classé 7 ou 8 actuellement Hernandez, donc il y a du monde devant lui. Je pense qu'il y aura des possibilités. Espérons que les choses se passent bien pour lui. J'ai hâte de voir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut casser le top 5? Est-ce qu'il peut se rapprocher de la ceinture? Je ne sais pas. Il a quand même tendance dans tous ses combats à prendre au moins un coup qui le met en difficulté. Est-ce que sa lutte sera assez bonne pour compenser? Allen en face, c'était pas n'importe qui la dernière fois. Il a réussi à s'imposer au sol, c'était très fort. Maintenant, quand on voit qui y a tout là-haut, je ne sais pas si ce sera suffisant. Hier, je vous disais que Charles Oliveira n'était pas vraiment chaud pour affronter Ilia Topuria, que ça se ferait seulement si la ceinture était en jeu. Ce sont des propos qui avaient été rapportés par Chael Sonnen. Aujourd'hui, on a Oliveira qui s'est exprimé, on sait que c'est lui qui l'a dit, ce ne sont pas des propos rapportés. Ce qu'il explique, c'est qu'il affrontera peu importe qui l'UFC met en face. Il a beaucoup de respect pour Ilia Topuria, mais là, c'est les poids légers, c'est la catégorie la plus difficile, et il pense qu'il pourrait mettre KO l'Espagnol ou le Géorgien, comme vous voulez, dans un combat. Un nouveau son de cloche, cette fois-ci c'est lui qui s'est exprimé, donc je pense qu'on peut croire ses paroles. Diego Lopez s'apprête à affronter Alexander Volkanovski pour le titre justement laissé vacant par Ilia Topuria, chez les poids plumes donc. On lui reproche beaucoup sur les réseaux sociaux son combat à Lopez contre Daniguet. Daniguet avait pris le combat en ultra short notice, quelques heures seulement avant le début de la soirée, et on avait vu Diego Lopez avoir quelques problèmes de cardio ce soir-là. Donc forcément, on se pose la question, 5 rounds contre Volkanovski, qui lui est capable de les tenir, est-ce que ça va être jouable? Bon, lui, tout simplement, ce soir-là, en effet, il a été un peu à court de cardio, mais il a travaillé dessus, et croyez-le, il est prêt à affronter la meilleure version de Volkanovski, et il est prêt à tenir les 25 minutes. On va chez les poids légers maintenant avec Mauricio Roffi, qui a le vent dans le dos depuis sa dernière prestation, forcément, et il a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était prêt, si quelque chose arrivait à Paddy Pimblett ou à Michael Chandler, à prendre le short notice, et là ce serait un pas de géant pour lui dans la catégorie. Je pense que tout le monde voudrait voir ça, Roffi contre Pimblett ou Roffi contre Chandler. Maintenant on a aussi envie de voir Pimblett contre Chandler, moi en tout cas j'en ai envie, donc j'espère qu'il n'arrivera rien à aucun de ces combattants. Dricus du Plessis qui vient de voir s'envoler un petit magot, en tout cas c'est comme ça qu'il l'explique, quand il a vu Ankalaev battre Pereira. Il explique qu'Ankalaev lui a volé son plus gros chèque, le plus gros jour de paye qu'il aurait pu avoir dans sa vie, puisque maintenant l'aura de Pereira s'est envolée. C'est vrai que cette défaite, elle a fait mal à la légende. Donc un combat entre Dricus du Plessis et Pereira fait beaucoup moins de sens maintenant. Je rappelle que du Plessis, c'est le champion de la catégorie du dessous. Il y aurait eu une petite histoire s'il était monté pour prendre Pereira, surtout que Pereira a eu toute une trilogie avec Adesanya. Dricus du Plessis et Adesanya se sont beaucoup tournés autour, puis il y a eu un combat. Dricus du Plessis a battu Adesanya, donc il y avait quelque chose à créer. Avec la défaite, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, si Pereira revient et bat Ankalaev, je pense que très rapidement la flamme peut se rallumer, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je vous dis souvent que Bilal Mohamed a quelques bonnes sorties, qu'il aime nous faire quelques petites blagues. Il y en a une nouvelle, il s'en est pris cette fois à Kamaru Usman, qui d'après lui
est plus proche de la série de défaites de Tony Ferguson plutôt qu'il ne l'est de revenir dans l'élite de la catégorie des moins de 77 kilos, les poids welter. Bon, c'est vrai que Ousmane, il n'est pas sur la meilleure série de sa vie, il est surtout sur une sacrée inactivité dernièrement. Ça reste un ancien champion, on sait que son corps l'a un peu lâché ces dernières années, qu'il y a eu des conditions qui n'étaient pas géniales, hein, du short notice, du retour de KO peut-être un peu rapide, etc. Maintenant, le champion, c'est Bilal Mohamed, et il ne perd jamais en général une occasion d'envoyer un petit pic par ici ou par là. Austin Vanderford, un seul combat à l'UFC pour l'instant, une victoire avant la limite. Il vient de faire une sortie lui aussi sur les réseaux sociaux. Il est prêt à revenir. Je vous disais hier ou avant-hier qu'il se tenait prêt pour un short notice sur la carte du mois d'avril à Miami. Là, en gros, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il demande à l'UFC de lui trouver quelqu'un. Ready for more, je suis prêt pour plus. J'espère qu'on aura des nouvelles assez prochainement. Dans la Fighting Nerd, cette fois, Carlos Prates et Michael Chandler ont échangé en coulisses. Je pense que c'était suite à la conférence de presse de l'UFC 314. Donc ça a eu lieu il y a une dizaine de jours. On avait tous les combattants de la carte principale qui étaient réunis. Et en coulisses, il y a une vidéo qui vient de sortir de Carlos Prates qui demande à Michael Chandler de ne pas mettre KO Paddy Pimblett, mais plutôt de partir sur une soumission. Pourquoi ? Parce que Carlos Prates veut devenir millionnaire et donc il a besoin de prendre des bonus. Et si Chandler met un KO spectaculaire à Pimblett, c'est plutôt lui qui prendra le bonus à la place du Brésilien. C'est quelque chose qui m'a fait plutôt sourire. Chandler d'ailleurs lui répond: t'inquiète pas, en général il y a 2 bonus par soirée. C'est vrai que l'un comme l'autre peuvent être des prétendants à la performance de la soirée. Retour un peu sur ce qui va se passer ce week-end avec Nathaniel Wood. Il estime que Morgan Charrière est bon partout, qu'il se méfie, qu'il le connaît depuis longtemps, qu'il le regarde combattre depuis un certain temps, mais qu'il pense, lui, Nathaniel Wood, être plus rapide et que ça pourrait être la clé du combat. D'ailleurs, il faut savoir que Morgan Charrière est favori, moins 167, alors que Wood, lui, est l'underdog, hein, à plus 136, c'est vraiment très serré. Je rappelle le système des cotes américaines. Morgan Charrière, moins 167, c'est-à-dire que si tu veux gagner 100 $, il faut que tu en mises 167, alors que Nathaniel Wood, plus 136, si tu mets 100 $, tu peux repartir avec 136. Leon Edwards, lui, sera le main event du week-end, bien sûr. Il a l'impression que la division, la catégorie donc, les poids welter, celle dont il a été le champion pendant un certain temps, depuis son combat contre Bilal Mohamed, donc lorsqu'il a perdu la ceinture, ça stagne, il ne se passe pas grand-chose, et les 5 meilleurs gars ne se sont pas battus entre eux. Moi, je lui répondrais que sa catégorie est très intéressante, j'en ai parlé, hein, j'ai fait une émission spéciale là-dessus, qu'on a quand même eu Shavkat Rakhmonov contre Yann Gary, et Colby Covington contre Joaquin Buckley. C'était pas rien, ça nous a permis de voir qui était qui se situait où, et surtout, je pense, ça nous a donné envie d'en voir beaucoup plus. Direction le PFL maintenant, avec un ancien de l'UFC, Corey Henderson. Il veut combattre, ça se fait attendre, il devait combattre il y a quelques semaines, ça a été annulé. On sent qu'il l'a mauvaise, hein, lui aussi. Il est prêt à combattre en poids moyen, en poids lourd léger, et même en poids lourd, il attend seulement que le PFL revienne vers lui. Espérons qu'il ait une nouvelle positive assez rapidement. Un combattant quitte le roster de l'UFC, il s'agit de Marcos Rogerio de Lima, le poids lourd, ne fait plus partie de la Big League. Ce week-end, on a l'UFC, on a aussi le One Championship, ça va être magnifique, une super carte. Et on a aussi le Dirty Boxing, l'organisation de Mike Perry, hein, je vous le rappelle, c'est de la boxe anglaise avec des petits gants du 4-11. Tu as le droit au Grand and Pound quand ton adversaire est au sol, mais il faut que tu sois debout, tes 2 pieds à toi à plat au sol quand tu frappes. Et on a le vétéran Romero, mais aussi Arlovski, et je vous affiche la carte à l'écran. Ça va avoir lieu à Miami dans une salle qui s'appelle le Hangar. Écoutez, ah non, je croyais que c'était fini, mais non, il nous reste une dernière news. D'ailleurs, avant ça, et de passer à la minute auditeur, pensez à liker, vous abonner, commenter, ça me ferait très plaisir. Je remercie tous ceux qui font vivre la chaîne grâce à leurs commentaires. Oscar de la Hoya, c'est pas le meilleur ami de Dana White, et forcément, il a rebondi à cette nouvelle. Dana White se lance dans la promotion de boxe anglaise, avec l'appui de l'Arabie Saoudite. On se doute bien qu'il va y avoir des moyens. Et Oscar de la Hoya, hein, je vous le cite, bien sûr, on veut tous que la boxe grandisse, qu'elle devienne meilleure, et on veut tous être sûr que les combattants soient bien payés. Qu'ils soient bien payés, c'est le plus important dans la boxe, et un peu à l'inverse de l'UFC. Donc petit pic pour Dana White, en gros tu payes très mal tes combattants à l'UFC, ne nous fais pas croire que tu vas bien les payer en boxe, ce qui compte c'est l'argent. Il y a l'Arabie Saoudite derrière, hein, comme je l'ai dit, donc je pense que les bourses vont quand même être plus élevées, surtout que si tu veux faire venir des stars, les gars étant énormément payés dans leurs organisations, WBC ou je ne sais où, je ne sais quelle promotion, si tu veux les faire venir, ces têtes d'affiche-là, va falloir allonger les billets.
Maintenant, si Dana White crée des superstars comme il l'a déjà annoncé, ce sera différent. J'espère bien sûr que tout le monde s'y retrouvera dans cette affaire. Écoutez, on perd pas plus de temps et tout de suite on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec No Modère pour Georges Saint-Pierre. Ce n'était pas qu'une rumeur. Il s'était fait attraper pour ça car c'était trop flagrant. Après, l'arbitre qui vérifie le protège-dents, etc. avant de monter dans la cage, vérifie que Saint-Pierre n'était justement pas trop huilé. Je faisais allusion à Ankalaev qui accuse Pereira de s'être huilé le corps pour faciliter, en tout cas pour rendre plus dur les phases de lutte pour Ankalaev. Et je vous disais que je crois que Georges Saint-Pierre avait été accusé de ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit oui, oui, ça a été prouvé. Moi, je me souviens à l'époque avoir vu Georges Saint-Pierre dire non, non, c'est faux. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai payé un fan pour venir toucher mon adversaire pendant qu'il marchait vers l'octogone. Il l'avait pris sur le temps de la blague. Maintenant, je pense en effet que c'est quelque chose qui est entièrement possible. David Gauthier, imaginez McGregor contre Diaz 3. Et hier, on parlait du retour de Ned Diaz. On disait aussi qu'on ne voyait pas qui McGregor pouvait affronter. C'est vrai que pour le coup, sportivement, ça ne ferait pas grand sens dans la course à la ceinture. Mais McGregor contre Diaz 3, je pense en effet que ça pourrait être une belle affiche pour l'UFC et qu'elle pourrait peut-être mettre ça en place. Fishman, maintenant, tu me dis deux choses. Pour Jean Silva et Mitchell, on dirait vraiment juste un combat d'évadés d'asile psychiatrique. Blague à part, Brice, ça devient vraiment chaud cette déclaration. Je sais qu'il a toujours été chelou, mais j'ai l'impression que là, ça devient critique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à vérifier? Comme je te répondais, je pense que Jean Silva, il est dans son personnage, il s'est créé un personnage, etc. Qu'en réalité, il sait très bien où il va. Brice Mitchell, c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant. T'as un combat qui arrive, tu dis que tu ne dors pas, que tu es visité par des démons. J'espère vraiment que ça va aller pour lui. On met les deux personnages à part, on se concentre sur ce qu'il y a dans l'octogone. Ça devrait être un super combat et donc j'espère que les deux seront bien sûr à 100%. Et pour Teddy Riner, tu me dis 15 millions, sérieusement? Oui, c'est une star en France. D'accord, et il est connu à l'international, mais là c'est abusé. Il y a peut-être moins de 10 gars qui ont pu prendre autant. C'est pas n'importe qui. Non, franchement, l'investissement n'aurait aucun sens. 15 millions, ça me semble beaucoup. Apparemment, c'était 15 millions pour 3 combats. C'est une star en France. Maintenant, je pense que dans le monde du judo, il est aussi très connu. À l'époque, parce que je pense que c'est pas récent que l'UFC lui ait fait cette offre-là, vous me direz en commentaire, peut-être que l'UFC se disait ça va attirer beaucoup de public. Le public du monde du judo va vouloir voir ce que donne Teddy Riner. C'est quand même un champion olympique, c'est un immense champion du judo. Son nom, il est dans la légende du judo à l'international. Et puis, il était aussi Riner suivi par de très grosses marques. Donc, l'UFC, en faisant venir Riner, peut-être se disait on va faire venir des gros sponsors, surtout venus d'Europe, bien sûr. Donc je pense qu'il y avait aussi une stratégie derrière ça. Et puis c'était Dessinator Rapidovic, tu m'excuseras si j'écorte ton pseudo, qui me disait que Riner était trop lourd pour les barèmes poids lourds de l'UFC. C'est vrai, il y en a d'autres, Christopher Johnson qui me disait, je l'ai déjà vu travailler ses kicks, c'était horrible. Maintenant, je pense qu'avec les moyens qu'il a, avec la discipline qu'il a, Teddy Riner, s'il avait voulu le faire, il se serait lancé à 100%, il se serait entouré des meilleurs, les 120 kilos, je pense qu'il aurait réussi à les faire, et puis il aurait travaillé sa boxe, etc. Bien sûr, je dis pas qu'il aurait pris la ceinture, mais je pense qu'il aurait pu faire les choses sérieusement. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé de le voir à l'UFC, voir ce qu'il peut donner. Est-ce que le judo, ça fonctionne contre les gars du MMA? On a toujours eu un doute, même si on a eu Ronda Rousey, puis on en a eu quelques autres. Malheureusement, on ne verra jamais ça. Et puis aussi, respect à Teddy Riner d'avoir su dire non à 15 millions. Je sais qu'il a bien gagné sa vie, pas forcément avec les compètes de judo, mais avec tous les sponsors qu'il y a autour, etc. Donc c'est aussi, on dit souvent que les combattants gagnent pas assez d'argent. Lui, pour le coup, il en a gagné. Et ça lui a permis de dire non à l'UFC. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il n'a pas été forcé, entre guillemets. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve très prochainement. Je l'espère demain à 17h. D'ici là, portez-vous bien et passez tous une très bonne soirée. Salut!